Je suis Daniel Williams, et ce sont les mots exacts que la nouvelle épouse de mon fils m'a lancés au visage. Amanda Johnson venait de rentrer de son mariage secret à Vegas, arborant une bague de 3 carats que je savais que mon fils ne pouvait pas se permettre. Elle se tenait dans mon modeste salon, ses talons de créateur claquant sur mes parquets vieux de 20 ans, et a livré la nouvelle comme si elle annonçait la météo. Tyler n'a pas besoin d'une prof fauchée pour plomber notre nouvelle vie, a-t-elle poursuivi, examinant ses ongles manucurés. Nous en avons discuté. Tu n'es tout simplement pas l'image que nous recherchons. Ce qu'Amanda ne savait pas, c'est que le contrat de mariage qu'elle avait signé si avidement, pensant se protéger de la pauvreté de mon fils, contenait une clause très spéciale concernant le respect du sacrifice familial. Et mon portefeuille d'investissement de 31 millions de dollars était sur le point de lui enseigner la leçon la plus coûteuse de son existence privilégiée. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire pour me dire de quel état vous regardez. Cette histoire devient folle parce que parfois, la plus grande erreur que l'on puisse faire est de sous-estimer le type discret dans son coin. Laissez-moi vous dépeindre la façon dont Amanda me voyait dès le premier jour. J'ai 56 ans, je vis dans un pavillon de 3 chambres que j'ai acheté en 2008 pour 185 000 dollars. Je conduis une Honda Civic de 2012 avec 190 000 miles au compteur. J'enseigne l'histoire américaine au lycée Roosevelt, où mon salaire net mensuel est exactement de 2 847 dollars après impôts et avantages sociaux. Amanda a jeté un coup d'œil à ma vie et a décidé que j'étais tout ce qui n'allait pas dans le monde de Tyler. Le premier signe est apparu pendant le dîner de Noël dans le domaine de ses parents à Westchester. Alors que j'aidais à débarrasser la vaisselle, je l'ai entendu au téléphone avec sa colocataire de collège. Le père de Tyler n'est qu'un prof fauché qui vit dans une petite maison. Je veux dire, l'homme gagne moins par an que ce que je dépense en sac à main. Elle n'avait pas tort sur les chiffres. Sa collection de produits capillaires de luxe coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Le deuxième signe a été plus délibéré. 3 mois avant le mariage, Amanda a commencé à planifier ce qu'elle appelait des réunions de famille concernant la cérémonie. Ces réunions avaient lieu dans des restaurants chers que je ne pouvais clairement pas me permettre. Quand Tyler a suggéré de m'inclure, elle a fait un geste de la main dédaigneux. Votre père ne serait pas à l'aise dans des endroits comme celui-ci. D'ailleurs, nous devons discuter d'une véritable planification financière. Elle avait déjà décidé que je n'avais rien de valable à apporter. Ce qu'Amanda ne savait pas, ce que personne ne savait, c'était le choix que j'avais fait 20 ans plus tôt. En 2004, je gagnais 500 000 dollars par an en tant que banquier d'affaires chez Goldman Sachs. J'avais le bureau d'angle, les bonus à 6 chiffres, tout le style de vie de Manhattan. Mais Tyler avait 8 ans et sa mère venait de nous quitter, elle avait fait ses valises un mardi matin et laissé une note disant qu'elle ne supportait pas d'être enchaînée aux responsabilités familiales. J'avais exactement 48 heures pour décider. Engager une nounou à temps plein et rester à Wall Street ou tout abandonner pour élever mon fils moi-même. J'ai choisi Tyler. J'ai pris le poste d'enseignant parce que cela signifiait des étés de congé, des sorties à 15 heures et être à la maison quand mon fils avait besoin de moi. Chaque match de football, chaque réunion parents-professeurs, chaque genou écorché, j'étais là. Mais voici ce que je n'ai pas abandonné, mes instincts financiers. Avec les modestes économies qu'il me restait après le divorce, j'ai commencé à faire des investissements discrets. Des actions Apple en 2004, quand tout le monde pensait que l'iPod était une mode passagère. Google lors de leur introduction en bourse, quand les gens disaient encore un autre moteur de recherche. Tesla en 2010, quand les analystes l'appelaient une entreprise de voitures jouets. J'ai vécu de mon salaire d'enseignant et je n'ai jamais touché à ces investissements. Pas une seule fois. Amanda voyait les costumes à 2000 dollars que j'avais gardés de mes jours de banquier, maintenant vieux de 20 ans, mais toujours bien taillés. Elle voyait ma simple montre Timex et supposait que je ne pouvais pas me permettre mieux. Elle me regardait utiliser des coupons à l'épicerie et pensait que je comptais chaque centime. Elle avait à moitié raison. Je comptais, mais pas de la façon dont elle l'imaginait. Le point de rupture est survenu lors de leur fête de fiançailles au country club de ses parents. Amanda a prononcé un discours sur l'enthousiasme qu'elle avait à aider Tyler à s'élever au-dessus de sa condition et sur sa gratitude de ne pas le voir répéter. Le schéma de son père à se contenter de moi. 200 personnes ont applaudi pendant que j'étais assis là, découpant mon entrecôte en petits morceaux, regardant mon fils. Tyler m'a serré l'épaule après. Papa, tu sais qu'elle ne veut rien dire de mal par là, n'est-ce pas? Elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour notre avenir. C'est là que j'ai su que je devais agir.
Non pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit à Amanda, mais parce que mon fils commençait à croire à sa version de notre histoire. Il oubliait que chaque sacrifice que j'avais fait était pour lui. Le vrai danger n'était pas les insultes d'Amanda. C'était de voir Tyler commencer à les croire. 3 semaines après la fête de fiançailles, Tyler est venu visiter mon pavillon. Il se tenait dans mon petit salon, regardant autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois, les murs couverts de photos de son enfance, sa photo de remise de diplôme du lycée, les lettres de remerciement d'élèves que j'avais enseignées au fil des ans. « Papa » a-t-il dit, s'asseyant lourdement sur mon canapé de seconde main. Amanda a parlé de notre avenir. Elle pense que tu serais peut-être plus heureux dans un endroit plus petit. Tu sais, quelque chose de plus gérable pour un célibataire. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. Quel genre d'endroit plus petit? Il y a une belle communauté d'aide à la vie autonome à environ 30 minutes d'ici. Des seniors actifs, des activités planifiées, elle dit que tu pourrais rencontrer quelqu'un. Commencer une nouvelle vie. Aide à la vie autonome à 56 ans. Et le mariage? J'ai demandé. Tyler a regardé par la fenêtre. Elle s'inquiète pour les photos. Tu sais comment sont les réseaux sociaux de nos jours. Sa famille a des attentes en matière d'apparence. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de m'exclure d'une journée. Amanda m'effaçait systématiquement de l'avenir de Tyler. Dans son esprit, j'étais une gêne qu'il fallait gérer, cacher, et finalement remplacer par une figure paternelle plus appropriée de son cercle social. Si je restais silencieux, je perdrais complètement mon fils. Non pas par une confrontation dramatique, mais par une suffocation lente et polie. Les dîners d'anniversaire deviendraient des appels téléphoniques. Mes petits-enfants me connaîtraient à peine. Je deviendrais la triste histoire que Tyler raconterait lors des soirées, mon père a fait de son mieux. Les implications financières étaient en fait secondaires, mais elles comptaient aussi. Mon portefeuille d'investissement avait atteint 31,2 millions de dollars. J'avais prévu d'utiliser cet argent pour assurer l'avenir de Tyler, peut-être créer un fonds de bourse pour les parents célibataires poursuivant des études. Mais si Amanda réussissait à me dépeindre comme un échec, Tyler n'accepterait jamais rien de ma part. Il aurait trop honte de son origine. L'argent resterait sur des comptes inutilisés pendant qu'il se débattrait pour maintenir le style de vie qu'Amanda attendait. Pire encore, elle empoisonnait déjà le puits pour les générations futures. Lors de la fête de fiançailles, je l'avais entendu dire à sa sœur, « Dieu merci, les enfants que nous aurons tiendront de mon côté de la famille. » Je détesterais qu'il hérite des limites du père de Tyler. Mes futurs petits-enfants grandiraient en pensant que leur grand-père était un exemple à ne pas suivre sur le fait de se contenter de moins. Cette nuit-là, après le départ de Tyler, je me suis assis dans mon bureau, entouré de 20 ans de relevés d'investissement et de lettres de remerciement d'étudiants. Je devais faire un choix. Laisser le récit d'Amanda devenir la vérité de notre famille ou trouver un moyen de montrer à Tyler à quoi ressemblait le vrai succès. Le contrat de mariage qu'Amanda était si impatiente de signer me donnerait cette opportunité. La confrontation a eu lieu lors de la visite des lieux du mariage. Amanda avait choisi le Riverside Manor. Un domaine victorien qui coûtait 12 000 $ juste pour la location du samedi. J'avais été délibérément exclu de la planification, mais Tyler a insisté pour que je voie où la cérémonie aurait lieu. Nous nous sommes rencontrés dans la grande salle de bal où 75 invités célébreraient l'union de Tyler et Amanda. Lustre en cristal, moulure sculptée à la main, fenêtre du sol au plafond donnant sur des jardins manucurés. Amanda portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. Sa bague de fiançailles captait la lumière de l'après-midi, un diamant de 3 carats que Tyler avait réussi à se payer avec son salaire de coordinateur marketing. « N'est-ce pas parfait, papa ?» a demandé Tyler, clairement nerveux de ma réaction. Avant que je puisse répondre, Amanda s'est avancée. « Daniel, je suis contente que vous ayez pu venir. Bien que je doive mentionner que nous avons apporté quelques ajustements à l'organisation de la cérémonie. » Quel genre d'ajustement? Elle a fait un geste vers l'hôtel. Nous avons réservé les 2 premières rangées à la famille immédiate. Ce seront mes parents, mes frères et sœurs, et les collègues importants de Tyler. Où cela me laisse-t-il? 3e rangée. Siège central. Vue parfaite. Vraiment? Tyler fronça les sourcils. Amanda, c'est mon père. Ne devrait-il pas être au premier rang? Le sourire d'Amanda n'a jamais faibli. Chérie, nous en avons discuté. C'est pour les photos.
La noce doit être cohérente. Cohérente, comment? J'ai demandé doucement. Eh bien, soyons honnêtes sur l'aspect économique. Votre tenue de Menace Warehouse ne rendra pas bien en photo à côté des tenues de ma famille. Le silence s'est étiré. Tyler a regardé entre nous, clairement mal à l'aise. Je vois, ai-je dit. Autre chose? En fait, oui. Nous avons décidé d'une politique de non-cadeau. Seules les contributions monétaires. C'est plus pratique pour les couples de notre niveau. Votre niveau? Le masque d'Amanda a légèrement glissé. Daniel, je ne veux pas être méchante, mais l'idée qu'un enseignant se fait d'un cadeau de mariage approprié pourrait ne pas correspondre à notre liste. Tyler a commencé à protester. Amanda, c'est... Elle l'a coupé. Quoi? Réaliste? Votre père gagne 34 000 $ par an. Ma robe coûte plus que ça. 34 036 $? J'ai corrigé. Après impôt. Amanda a cligné des yeux, surprise par ma précision. Vous avez clairement fait vos recherches sur mes finances, ai-je poursuivi. Dites-moi, qu'avez-vous trouvé d'autre? J'en sais assez. Sa voix portait cette certitude de privilégié dont je me souvenais de mes jours à Wall Street. Je sais que vous n'avez pas pu garder votre femme. Je sais que vous n'avez jamais possédé de voiture décente. Je sais que vous vivez dans un pavillon plus petit que le chalet d'amis de mes parents. Tyler s'est avancé. Amanda s'est arrêtée, mais elle s'échauffait maintenant, ses vrais sentiments se déversaient. Je sais que vous avez renoncé à toute chance de réel succès pour jouer les pères au foyer avec votre fils, et maintenant vous voulez le tirer vers le bas à votre niveau. Comment exactement est-ce que je le tire vers le bas? En lui faisant se sentir coupable d'améliorer sa position. En lui remplissant la tête de valeurs de petite ville alors qu'il pourrait réseauter avec des gens qui comptent. Sa voix a résonné dans la salle de bal vide. Même elle a semblé surprise par le venin de ses mots. J'ai pris une lente inspiration. Des gens qui comptent. Oui, des gens qui ont de l'influence, des ressources, des gens qui peuvent aider Tyler à construire quelque chose de plus grand que ça. Elle a fait un geste vague dans ma direction. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai construit, Amanda? Une vie modeste à enseigner les enfants des autres pour des salaires de misère. Et cela n'a aucune valeur pour vous. Elle a semblé sincèrement confuse par la question. Daniel, je ne veux pas vous blesser, mais oui, dans l'économie d'aujourd'hui, ce n'est pas un succès. C'est de la survie. Tyler a retrouvé sa voix. Amanda, tu ne peux pas parler à mon père comme ça. Je n'essaie pas d'être cruel, Tyler. Je suis juste honnête à propos de la réalité. Votre père a fait des choix qui ont conduit à une vie limitée. Je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs. J'ai hoché lentement la tête. Limité? C'est un mot intéressant. Comment l'appelleriez-vous? Je l'appellerais ciblé, ai-je dit. Mais je peux comprendre comment vous pourriez confondre les deux. Amanda a ri, un son strident dans l'espace élégant. Ciblé sur quoi? Gagner à peine assez d'argent pour payer les factures? Ciblé sur l'éducation d'un fils qui connaît la différence entre la richesse et la valeur. Oh, s'il vous plaît, ne me donnez pas des sagesses de cartes de vœux sur l'argent qui n'achètent pas le bonheur. Je n'y songerai même pas, ai-je dit. L'argent compte absolument. La question est de savoir si vous comprenez à quoi ressemble le vrai argent. Quelque chose dans mon ton l'a fait hésiter. Juste un instant, sa confiance a vacillé. Tyler me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Amanda. J'ai souri pour la première fois de l'après-midi. Rien dont vous ayez à vous soucier. Pour l'instant. Ce soir-là, Tyler m'a appelé à la maison. Papa, qu'est-ce que tu voulais dire par le vrai argent? Amanda n'a pas arrêté de demander toute la nuit. J'étais assis dans mon bureau. Des relevés d'investissement étalés sur mon bureau, comme je le faisais chaque trimestre. 20 ans d'Apple, de Tesla, d'Amazon, des entreprises que j'avais vues grandir de mon modeste salaire d'enseignant. L'appartement de son père quand Amanda était encore au collège. C'est juste que les gens définissent la richesse différemment, ai-je dit. Mais la façon dont tu l'as dit, c'est comme si tu savais quelque chose qu'elle ne savait pas. Je sais beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Tyler. C'est ce qui arrive quand on a vécu 56 ans. Mais il avait raison de percevoir quelque chose. Cet après-midi-là, sur le lieu de l'événement,
avait cristallisé une décision avec laquelle je me débattais depuis des mois. Amanda devait apprendre ce que coûtent les suppositions, et Tyler devait comprendre ce que son père avait réellement sacrifié pour lui. La première graine avait été semée 3 semaines plus tôt, bien qu'Amanda ne l'ait pas remarqué. Elle avait insisté pour se rencontrer au bureau de son avocat afin de finaliser le contrat de mariage. Juste une formalité, avait-elle dit à Tyler. Une protection standard pour les deux familles. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Tyler de solliciter une clause spécifique, quelque chose qu'elle avait accepté sans lire attentivement, parce que cela venait de son futur mari. Une clause de moralité, l'avocat l'avait appelée. Si l'une ou l'autre des parties montrait un mépris persistant pour le sacrifice familial ou la dévotion parentale, leurs droits aux biens matrimoniaux seraient annulés. Amanda avait ri en la signant. Qui pourrait être contre la dévotion familiale? C'est comme être contre les chiots. La deuxième graine était le concept de « se contenter ». Chaque mois, depuis 1 an, je rencontrais Margaret, ma conseillère en investissement, au Starbucks près de l'école. De simples rendez-vous café qui ressemblaient à un professeur prenant un café avec une amie. Amanda avait remarqué ces rencontres parce que Tyler les avait mentionnées. « Ton père boit vraiment beaucoup de café avec cette même femme », avait-elle plaisanté. Devrions-nous nous inquiéter qu'il sorte avec quelqu'un? Tyler en avait ri, mais je pouvais dire qu'Amanda était curieuse. Dans son esprit, toute femme prête à sortir avec un professeur fauché devait être tout aussi désespérée. Elle n'a jamais envisagé que Margaret conduisait une BMW et portait des costumes qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. La semaine dernière, Amanda avait finalement demandé directement à Tyler, « Qui est cette femme avec qui ton père ne cesse de se rencontrer ?»« Juste une amie du quartier, je crois. » Papa dit qu'elle donne de bons conseils. Des conseils sur quoi? Je ne sais pas. Des trucs de la vie. Amanda avait enregistré cette information avec la satisfaction suffisante de quelqu'un qui pensait tout comprendre de tout le monde. L'amitié du pauvre Daniel avec une femme divorcée solitaire n'était qu'un autre signe de son cercle social limité. La troisième graine était la plus évidente, mais aussi la plus invisible pour quelqu'un comme Amanda. Chaque année, depuis 15 ans, j'avais reçu une invitation à ce qu'on appelle les prix d'excellence des éducateurs. J'avais été nominé 7 fois, j'avais gagné 2 fois et j'avais assisté à chaque cérémonie. Amanda connaissait ces événements parce que Tyler les mentionnait parfois. Papa a encore une remise de prix pour prof ce soir. C'est un peu ennuyeux, mais il semble apprécier la reconnaissance. Ce que Tyler ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que ces cérémonies n'étaient pas seulement des remises de prix pour l'enseignement. C'étaient des galas de levée de fonds où des professionnels prospères faisaient des dons à des causes éducatives. La même salle de bal où j'avais reçu ma plaque de professeur de l'année accueillait également des ventes aux enchères silencieuses où des œuvres d'art se vendaient $50 000 et des séjours de vacances 30 000. J'assistais à ces événements depuis des années, observant depuis les places les moins chères tandis que de riches donateurs enchérissaient sur des articles de luxe. Mais cette année, j'avais fait quelque chose de différent. J'avais fait un don anonyme au fonds de bourse d'études. $500 000 pour soutenir les enfants de parents célibataires poursuivant des études universitaires. La cérémonie était prévue pour la semaine prochaine. Tyler serait là. Il avait finalement accepté d'assister à l'un de mes événements de profs ennuyeux. Amanda serait là aussi. Bien sûr, elle ne manquait jamais une occasion d'être vue lors de fonctions caritatives. Elle ne savait juste pas qu'elle verrait une facette de son beau-père. Cela changerait tout. La fête de fiançailles au Westchester Country Club aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, ce fut la nuit où Amanda révéla exactement qui elle était. Le club lui-même était tout ce que l'on attendrait de la vieille fortune, des fauteuils en cuir, des tableaux à l'huile de membres décédés depuis longtemps, des serveurs en gants blancs, servant des boissons qui coûtaient plus par verre que ce que je dépensais en courses en une semaine. Tyler avait insisté pour que j'y assiste, malgré la réticence évidente d'Amanda. C'est aussi ta fête de fiançailles, papa. Ces gens devraient te rencontrer. J'ai porté mon meilleur costume, un Brooks Brothers bleu marine de l'époque où j'étais à Wall Street, qui me convenait toujours parfaitement. Malgré ses 20 ans. J'avais poli ma simple montre Timex et conduit ma Honda avec précaution dans la file des voituriers, observant le visage des préposés alors que des berlines de luxe et des voitures de sport entouraient ma modeste voiture. La famille d'Amanda avait invité 60 personnes. Tyler et moi en connaissions peut-être 8. L'heure du cocktail avait plutôt bien commencé. J'ai conversé avec l'oncle d'Amanda sur la récente rénovation du parcours de golf du club,
discuter du coût croissant des études universitaires avec un ami de la famille qui était administrateur universitaire. Mais je sentais Amanda me regarder, cataloguant chaque interaction, chaque mot, comme si elle recueillait des preuves pour une future accusation. Le moment est venu pendant le dîner, après l'ouverture de la deuxième bouteille de vin, et la confiance d'Amanda était à son apogée. Elle se tenait à la table d'honneur, une flûte à champagne à la main, sa bague de fiançailles de 3 carats captant la lumière du lustre. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir », a-t-elle commencé, sa voix portant clairement dans la salle à manger. Tyler et moi sommes si reconnaissants d'avoir des personnes aussi merveilleuses dans nos vies. Des applaudissements polis, des sourires de la famille et des amis. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Tyler et moi venons de milieux très différents, a continué Amanda, ses yeux trouvant les miens à travers la pièce. J'ai été béni par des avantages que tout le monde n'a pas eus. Quelques mouvements inconfortables dans les chaises, ses parents échangent des regards, mais c'est ce qui rend notre histoire d'amour si belle. Tyler m'a montré ce que signifie apprécier les choses simples, trouver de la joie dans des circonstances modestes. La pause avant, circonstances modestes, était délibérée. Plusieurs personnes se sont tournées pour me regarder. Tyler a tendu la main vers elle. « Amanda, peut-être devrions-nous » Mais elle ne faisait que commencer. Le père de Tyler, Daniel, m'a tellement appris sur les différentes façons de vivre. Son sourire était radieux et froid. Il m'a montré ce qui arrive quand quelqu'un choisit le confort plutôt que l'ambition, la sécurité plutôt que le succès. Ma mâchoire s'est serrée, mais j'ai continué à couper ma côte de bœuf en morceaux précis. Certains pourraient appeler cela se contenter, a poursuivi Amanda, mais je préfère penser que c'est trouver son niveau. Daniel a trouvé son niveau en tant que professeur de lycée, vivant dans sa petite maison de ville, conduisant sa petite voiture. Et il n'y a rien de mal à cela. La salle à manger était maintenant complètement silencieuse, à l'exception du tintement de mon couteau contre la porcelaine. En fait, je suis reconnaissante que Tyler ait été élevé avec des valeurs si humbles. Cela signifie qu'il ne prendra jamais pour acquis tout ce que je peux lui offrir, les opportunités, les relations, le style de vie qu'il mérite, mais auquel il n'a jamais eu accès. La mère d'Amanda semblait mortifiée. Son père fixait son assiette. Je sais que certaines familles s'inquiètent de la compatibilité économique dans le mariage, a dit Amanda, s'enhardissant dans son propos. Mais Tyler et moi en avons longuement parlé. Il comprend que cette relation l'élèvera, lui donnera des chances que son père n'a jamais eues ou n'a jamais saisies. Elle a fait une pause pour siroter son champagne, scrutant la pièce comme un général inspectant ses troupes. Tyler n'aura pas à se contenter d'un petit salaire dans un appartement solitaire. Il n'aura pas à expliquer à ses enfants pourquoi papa n'a pas pu rendre maman heureuse. Il n'aura pas à s'excuser pour la médiocrité. Maintenant, le silence était assourdissant. Même les amis les plus proches d'Amanda détournaient le regard. Certaines personnes se sacrifient pour leur famille, a-t-elle conclu, levant son verre. Mais le meilleur cadeau que Tyler puisse faire à nos futurs enfants est de leur montrer à quoi ressemble le vrai succès. Pas celui dont on se contente, mais celui qu'on vise. Elle m'a fait un geste avec sa flûte à champagne. Alors, à Daniel Williams pour avoir élevé un fils assez humble pour reconnaître une opportunité quand il en voit une. Et à Tyler pour être assez intelligent pour la saisir. Les applaudissements furent clairsemés et mal à l'aise. La plupart des gens n'ont même pas levé leur verre, mais Amanda rayonnait comme si elle venait de prononcer le discours de Gettysburg. Je me suis levé lentement, posant ma serviette à côté de mon assiette. Tous les regards dans la pièce m'ont suivi alors que je me dirigeais vers la table d'honneur. Le sourire d'Amanda a fléchi légèrement à mon approche. C'était tout un discours, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Je pensais chaque mot, a-t-elle répondu, le menton relevé avec défi. Je sais que tu le pensais. C'est ce qui le rend parfait. Son front. NT s'est plissé. Parfait? Je me suis tourné pour m'adresser à la pièce. Combien d'entre vous ont des enfants? Environ la moitié des mains se sont levées. Et combien d'entre vous ont fait des sacrifices pour ces enfants? Abandonner quelque chose que vous vouliez pour qu'ils aient quelque chose dont ils avaient besoin. Presque toutes les mains sont restées levées. Alors vous comprenez, ai-je dit, regardant Amanda, que l'amour d'un parent ne se mesure pas par les soldes bancaires ou les codes postaux ou le prix de votre voiture. Le visage d'Amanda était écarlate. Que ce soit de vin ou de colère, je ne pouvais pas dire. Il se mesure, ai-je continué, par ce que vous êtes prêt à abandonner et ce que vous êtes prêt à endurer.
Même l'humiliation publique de quelqu'un qui prend l'arrogance pour de l'intelligence. La pièce était silencieuse. Amanda a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé un doigt. La semaine prochaine, Tyler et moi assisterons au prix d'excellence des éducateurs au Downtown Marriott. C'est l'un de ces événements de profs ennuyeux dont vous avez tant entendu parler. J'ai souri. Vous êtes les bienvenus. J'ai le sentiment que cela pourrait changer votre perspective sur quelques points. Je suis retourné à ma table, j'ai fini ma côte de bœuf et je suis parti sans un mot de plus. La cérémonie des prix d'excellence des éducateurs s'est tenue dans la grande salle de bal du Downtown Marriott, avec 300 professeurs, administrateurs et supporters de l'éducation remplissant des tables rondes décorées de simples centres de table. Tyler portait son meilleur costume et semblait nerveux. Amanda portait une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des participants, et ses expressions suggéraient qu'elle faisait acte de charité en étant présente. « Combien de temps durent généralement ces choses ?» a-t-elle demandé alors que nous trouvions notre table assignée près du fond. « Environ 2 heures, ai-je dit, mais ne vous inquiétez pas. Les discours sont généralement courts. » Amanda a scruté la pièce avec un mépris à peine voilé. Professeurs et directeurs se mêlaient aux chefs d'entreprise locaux, mais rien dans l'événement ne criait la richesse ou le prestige. Les articles de la vente aux enchères exposés autour du périmètre de la salle semblaient modestes, des bons pour des dîners, des week-ends d'évasion, des œuvres d'art d'artistes locaux. « Cette femme vous fait signe ?» a demandé Tyler. Margaret s'approchait de notre table, impeccablement vêtue d'un tailleur gris anthracite qui aurait parfaitement sa place dans n'importe quel conseil d'administration de Manhattan. « Daniel », elle m'a serré chaleureusement. « Je suis tellement excité pour ce soir. » Les yeux d'Amanda se sont plissés alors qu'elle remarquait l'aisance évidente de Margaret, la montre Cartier, les talons Louboutin, la confiance de quelqu'un habitué aux lieux luxueux. « Margaret, je voudrais vous présenter mon fils Tyler et sa femme, Amanda. Voici Margaret, ma conseillère financière. » Le mot « financière » frappa Amanda comme une douche froide. Elle a tendu la main avec un intérêt renouvelé. « Conseillère ?» a demandé Amanda. « Pour quel type de portefeuille ?» Le sourire de Margaret était diplomatique. « Daniel préfère garder ses affaires privées. Mais je dirais qu'il a été l'un de mes clients les plus prospères à long terme. » Avant qu'Amanda ne puisse en savoir plus, la cérémonie a commencé. Le principal Roberts a pris le podium pour accueillir tout le monde et commencer les reconnaissances de la soirée. Des prix standards pour les enseignants ont été décernés. Innovation en classe, mentorat d'étudiants, service communautaire. Amanda a vérifié son téléphone à plusieurs reprises, clairement ennuyée. Puis le principal Roberts est revenu au microphone pour ce qu'il a appelé une reconnaissance spéciale. Ce soir, nous voulons honorer quelqu'un qui incarne le véritable esprit de l'éducation, a-t-il commencé. Pendant 20 ans, cette personne n'a pas seulement excellé en classe, mais a également soutenu l'éducation d'une manière que la plupart des gens ne voient jamais. Amanda a jeté un coup d'œil autour d'elle, légèrement curieuse. Maintenant, cette personne a encadré d'innombrables étudiants, dont beaucoup ont continué à succès remarquable. Mais plus que cela, il a soutenu financièrement l'éducation de façons extraordinaires. Tyler se redressa sur sa chaise, sentant que quelque chose d'important allait arriver. Sans tambour ni trompette, sans publicité, cette personne a fait don de plus de 3,8 millions de dollars à des causes éducatives au cours de la dernière décennie. Fonds de bourse d'études, ressources pédagogiques, amélioration de bâtiments, initiatives technologiques. Le silence était tombé dans la salle. Même Amanda prêtait attention maintenant. Il a financé des bourses d'études universitaires complètes pour 47 études. Issus de familles monoparentales. Il a anonymement couvert les coûts des manuels scolaires, les fournitures et même les nécessités de base pour les étudiants dont les familles étaient en difficulté. Le directeur Roberts marqua une pause, balayant la salle du regard. Ce soir, nous décernons notre tout premier prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière en philanthropie éducative à Monsieur Daniel Williams. Les applaudissements furent immédiats et prolongés. La bouche de Tyler resta béante. Amanda avait l'air d'avoir été giflée. Je me levai lentement, ajustai ma cravate vieille de 20 ans et me dirigeai vers le podium. Le projecteur était plus lumineux que je ne l'avais imaginé. En regardant l'auditoire, je pouvais voir Margaret rayonnante de fierté, Tyler l'air abasourdi, et Amanda me fixant comme si j'étais un étranger. Merci, commençai-je, attendant que les applaudissements s'estompent. Je veux commencer par clarifier quelque chose. Ces dons n'étaient pas de la charité.
C'étaient des investissements. Quelques rires étouffés parmi le public. Il y a 20 ans, j'ai quitté une carrière dans la banque d'investissement pour devenir enseignant. Les gens pensaient que j'étais fou de renoncer à un salaire d'1 demi-million de dollars pour un travail qui rapportait 34 000 dollars par an. Je trouvais Amanda dans l'auditoire. Son visage était pâle. Mais voici ce que j'ai appris sur la vraie richesse. Ce n'est pas ce que vous accumulez. C'est ce que vous multipliez. Chaque étudiant que j'ai enseigné, chaque bourse que j'ai financée, chaque opportunité que j'ai aidé à créer, c'était l'intérêt composé dans sa forme la plus pure. Plus d'applaudissements, mais je levai la main. Les étudiants que j'ai enseignés sont devenus médecins, ingénieurs, propriétaires de petites entreprises, enseignants eux-mêmes. Les enfants que j'ai aidés avec des bourses sont maintenant des membres actifs de la société qui aideront la prochaine génération. Ce n'est pas seulement un retour sur investissement. C'est un héritage. Je sortis une feuille de papier de ma poche de veste. Mais puisque nous parlons d'argent ce soir, laissez-moi partager quelques chiffres avec vous. 20 ans de salaire d'enseignant investi avec soin dans des entreprises comme Apple, Google, Tesla, Amazon. 20 ans de croissance composée. La salle était plongée dans un silence de mort. Valeur actuelle du portefeuille, 31,2 millions de dollars. Des halètements parcoururent l'auditoire. Tyler laissa tomber son verre d'eau. La flûte à champagne d'Amanda lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Chaque sou gagné alors que je gagnais ce que certains pourraient appeler des salaires de misère, continuai-je. Chaque dollar qui a grandi pendant que je corrigeais des copies le soir, que j'entraînais au football le week-end et que j'étais là pour mon fils quand il avait le plus besoin de moi. Je pliai le papier et le remis dans ma poche. Le succès ne dépend pas de la taille de votre salaire. Il dépend de l'ampleur de votre vision. Je n'ai jamais cessé d'être un investisseur. J'ai juste commencé à investir dans ce qui comptait. L'ovation debout dura près de 5 minutes. Quand je revins à la table, Tyler pleurait. Amanda fixait ses mains, le visage rougi d'un mélange d'embarras et de rage. « Papa » murmura Tyler. Je n'avais aucune idée. C'était le but, mon fils. La richesse est plus bruyante quand elle est incertaine. Le vrai argent n'a pas besoin de s'annoncer. Amanda retrouva enfin sa voix. 31 millions de dollars, à quelques centaines de milliers près, selon la clôture du marché aujourd'hui. Elle regarda autour de la salle, voyant soudain tout différemment. Les chefs d'entreprise aux tables voisines, les objets de l'enchère qui semblaient maintenant de petits gestes de la part de quelqu'un qui pouvait se permettre bien plus. Le respect que tout le monde me témoignait. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit » demanda Tyler. « Parce que je voulais que vous respectiez l'homme, pas l'argent, dis-je. Je voulais que vous compreniez ce que votre vieux père avait sacrifié, pas ce qu'il avait gagné. » Margaret se pencha. Daniel a été incroyablement stratégique à ce sujet. Les dons sont tous structurés pour une efficacité fiscale maximale tout en soutenant les causes auxquelles ils croient. Amanda calculait. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Le contrat de mariage, dit-elle doucement. Qu'est-ce qu'il en est, demanda Tyler. Le visage d'Amanda était devenu complètement blanc. La clause de moralité. La partie concernant le mépris du sacrifice familial. Je hochai la tête. Intéressante, celle-là. Votre avocate l'a recommandée. Elle a même dit que c'était devenu un libellé standard pour protéger les relations familiales. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, demanda Tyler, regardant entre nous. Margaret ouvrit sa mallette et en sortit un document juridique. Cela signifie que si l'une des parts IES fait preuve d'un mépris persistant envers le sacrifice parental ou la dévotion familiale, ses droits aux biens matrimoniaux sont confisqués. Amanda se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. J'ai besoin d'air. Alors qu'elle se précipitait vers la sortie, Tyler commença à la suivre, mais je lui retins doucement le bras. Laisse-la digérer ça, dis-je. Elle vient d'apprendre que chaque supposition qu'elle avait faite sur le succès, sur moi, sur notre famille était fausse. Ce n'est facile pour personne. À travers les fenêtres de la salle de bal, je pouvais voir Amanda au téléphone dans le hall de l'hôtel, arpentant frénétiquement, probablement en train d'appeler son avocat ou ses parents ou d'essayer de comprendre dans quoi elle s'était embarquée. « Papa, » dit Tyler, « je suis tellement désolé. Les choses qu'elle a dites à la fête de fiançailles, la façon dont elle t'a traité. Elle m'a traité de la manière dont je lui ai permis de me traiter, dis-je. Mais cela prend fin maintenant.
La soirée continua autour de nous, mais nous restâmes silencieusement à notre table. 20 ans de vérité cachée enfin révélée entre père et fils. Et quelque part dans le hall de l'hôtel, Amanda apprenait ce qu'il en coûtait de confondre dignité discrète et faiblesse. La réunion d'urgence eut lieu au bureau de l'avocat de la famille d'Amanda 3 jours après la cérémonie de remise des prix. Étaient présents Amanda, Tyler, moi-même, les parents d'Amanda, son avocat, Harrison Mitchell, et mon propre conseil juridique, Patricia Wong, associée principale d'un des cabinets les plus prestigieux de Manhattan, dont le tarif horaire faisait passer l'avocat de la famille d'Amanda pour un avocat commis d'office. Amanda avait passé les 3 derniers jours en mode crise, faisant des appels téléphoniques frénétiques et exigeant des explications que personne ne pouvait lui donner. La femme qui m'avait rejeté comme un père célibataire raté faisait maintenant face à la réalité qu'elle avait épousé une famille valant plus de 30 millions de dollars et que son propre comportement pourrait lui avoir coûté l'accès à tout cela. Évitons le mélodrame. Harrison Mitchell commença, visiblement mal à l'aise avec toute la situation. J'ai examiné le contrat de mariage et je dois comprendre exactement à quoi nous avons affaire ici. Patricia Wong plaça un épais dossier sur la table de conférence. Le contrat de mariage contient ce que nous appelons une clause de moralité, un libellé standard qui protège les actifs familiaux des individus qui montrent du mépris pour les relations familiales. Définissez le mépris, interrompit Richard Johnson, le père d'Amanda, il était resté principalement silencieux depuis qu'il avait appris ma valeur nette, recalculant probablement chaque interaction que nous avions eue. Dans ce cas, continua Patricia, la clause aborde spécifiquement le mépris persistant pour le sacrifice parental, la dévotion familiale, ou le rejet des contributions d'un parent en raison de son statut économique. Amanda se tortillait inconfortablement. C'est incroyablement vague. En fait, c'est assez précis, dis-je, prenant la parole pour la première fois depuis que nous nous étions assis. Et bien documenté. Patricia ouvrit le dossier. Nous avons des preuves vidéo de la fête de fiançailles au Westchester Country Club où Madame Williams a publiquement ridiculisé les choix de carrière de son beau-père, sa situation financière et son histoire personnelle. Elle fit glisser une clé USB sur la table. Le coordinateur d'événements du club a fourni des images de vidéosurveillance montrant le discours de Madame Williams dans lequel elle a qualifié Monsieur Williams d'avoir trouvé son niveau et a suggéré que sa vie représentait un compromis avec la médiocrité. Le visage d'Amanda devint pâle. C'était sorti de son contexte. Nous avons également des déclarations de témoins de 12 personnes présentes à cet événement, poursuivit Patricia, décrivant les commentaires de Madame Williams comme délibérément cruels et publiquement humiliants. Tyler était assis silencieusement, fixant ses mains. C'était la première fois qu'il entendait le compte-rendu juridique complet du comportement de sa femme. De plus, dit Patricia, sortant un autre document, nous avons des preuves documentées des tentatives systématiques de Madame Williams d'exclure Monsieur Williams de la planification du mariage, ses déclarations à de multiples tiers le qualifiant de fauché et d'embarrassant, et sa suggestion qu'il devrait être placé en foyer de vie assistée malgré le fait qu'il soit un homme de 56 ans en bonne santé. Harrison Mitchell prenait des notes frénétiquement. Quelles sont les implications financières de cette clause? L'expression de Patricia était professionnellement neutre. Dès son activation, Madame Williams renonce à tous ses droits sur les biens matrimoniaux acquis pendant le mariage, y compris tout augmentation de valeur des biens prénuptiaux. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Demanda Richard Johnson. Cela signifie, dis-je doucement, que le mariage d'Amanda avec Tyler lui donne un accès légal à tout ce que Tyler possède indépendamment, ce qui, à l'heure actuelle, est sa voiture et environ 8 000 $ d'économie. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mais les investissements, murmura Amanda. Les 31 millions de dollars sont détenus en fiducie pour Tyler, expliqua Patricia, structurés de manière à les protéger précisément de ce type de situation. Si la clause de moralité est déclenchée, ses actifs restent au sein de la famille Williams mais deviennent inaccessibles au conjoint qui l'a déclenché. L'avocat d'Amanda s'éclaircit la gorge. Pouvons-nous discuter d'une solution? D'une sorte de résolution qui satisfasse toutes les parties? Je regardais Tyler, qui croisait enfin mon regard. Qu'en penses-tu, mon fils? Tyler prit une grande inspiration. Papa, j'ai honte de la façon dont Amanda t'a traité. J'aurais dû l'arrêter. Tu n'aurais pas dû avoir à l'arrêter, répondis-je. Le respect est quelque chose que les adultes donnent librement, pas quelque chose que les enfants doivent exiger. Amanda retrouva sa voix. Daniel, je m'excuse. J'avais tort sur tout. Pouvons-nous trouver un moyen de passer à autre chose? J'apprécie les excuses, dis-je,
mais il ne s'agit pas de mes sentiments. Il s'agit de protéger notre famille des personnes qui mesurent la valeur par les relevés bancaires. Patricia retira un autre document. Monsieur Williams a préparé une offre de règlement. Elle fit glisser le papier vers le côté de la table d'Amanda. Harrison Mitchell le lut rapidement, ses sourcils se levant. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda Amanda. « Il dit, » répondit lentement Harrison, « que vous pouvez rester marié à Tyler, mais que vous renoncez à toutes les revendications actuelles et futures sur les actifs de la fiducie de la famille Williams. En échange, Monsieur Williams établira un fonds séparé de 500 000 $ comme cadeau de mariage, une somme qui vous appartiendra quoi qu'il advienne du mariage. » Amanda fixa le document. 500 000 $? Plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné vous-même, observez-je. Considérez-le comme une leçon sur la valeur du travail. Tyler prit enfin la parole. Amanda, tu dois comprendre quelque chose. Mon père n'a pas seulement sacrifié sa carrière à Wall Street pour moi. Il a sacrifié sa fierté à maintes reprises, laissant des gens comme toi le prendre pour un échec alors qu'il construisait en réalité quelque chose d'incroyable. La mère d'Amanda, qui était restée silencieuse tout au long de la réunion, parla enfin. Amanda, tu devrais peut-être accepter cette offre. Mais les 31 millions ne sont pas à vous, interrompit Patricia fermement. N'ont jamais été à vous. Ne le seront jamais. La clause de moralité s'en assure. Je me penchai. Amanda, vous avez deux choix. Signer ce règlement et repartir avec plus d'argent que la plupart des gens n'enverront dans une vie, plus la chance de reconstruire votre relation avec Tyler sur une base honnête, ou vous battre légalement et vous retrouver avec rien d'autre que des frais d'avocat. Harrison Mitchell examinait les documents juridiques. Madame Williams, je dois vous conseiller que cette clause est inattaquable. Nous pourrions passer des années en litige et perdre toutes les affaires. Et notre maison, demanda Amanda. Celle que nous avions prévu d'acheter. Avec quel acompte, demanda Tyler doucement. Amanda, je gagne 42 000 $ par an. Tu n'as jamais travaillé. Nous allions vivre des cadeaux de mariage et espérer que ça marcherait. La réalité s'installait. Ama. Son identité entière était bâtie sur l'idée d'un mariage qui la ferait monter en statut social, lui donnant accès à un style de vie auquel elle se sentait en droit. Au lieu de cela, elle avait épousé un coordinateur marketing aux économies modestes et le fils d'un père qu'elle avait passé des mois à humilier publiquement. Si je signe ça, dit Amanda, qu'est-ce qui nous arrive? Tyler me regarda, puis sa femme. Cela dépend si tu peux aimer quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Mais je pensais que tu avais compris, dit Amanda désespérément. Je pensais que nous voulions tous les deux plus que ça. Plus que quoi, demanda Tyler. Plus qu'un père qui a renoncé à des millions pour élever son enfant. Plus qu'un homme qui a discrètement donné près de 4 millions de $ pour aider les enfants d'autres personnes à faire des études. Plus que quelqu'un qui a bâti une véritable fortune tout en vivant comme s'il n'avait rien parce qu'il valorisait le caractère plus que les apparences. Amanda pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de frustration de quelqu'un qui avait joué à un J. Et réalisé soudain qu'elle n'en avait jamais compris les règles. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », murmura-t-elle. « Vous avez 24 heures, dit Patricia, fermant son dossier. Après cela, Monsieur Williams activera la clause de moralité et vous ne recevrez rien. » Alors que nous quittions le bureau, Tyler marchait à mes côtés en silence. Nous avons atteint le parking où ma Honda était garée à côté de la BMW d'Amanda. « Papa, dit Tyler, je veux que tu saches quelque chose. Même si je n'avais jamais appris l'existence de l'argent, je suis fier de ce que tu as choisi. Je suis fier que tu m'aies choisi. » Je posai ma main sur son épaule. « Je ne t'ai pas choisi au détriment du succès, mon fils. Je t'ai choisi comme ma définition du succès. » Ce soir-là, Amanda appela Tyler pour lui dire qu'elle restait chez ses parents pour réfléchir, mais je savais qu'elle avait déjà pris sa décision. Certaines personnes, confrontées au choix entre l'amour et l'argent, choisiront toujours l'argent, même lorsqu'elles l'ont déjà perdu. Amanda signa l'accord à 16h47 le lendemain. Elle entra dans le bureau de l'avocat portant des lunettes de soleil de créateur pour cacher ses yeux bouffis, apposa sa signature sur les documents sans les lire, et repartit avec un chèque de 500 000 $ au plus d'argent qu'elle n'en avait jamais possédé de façon autonome. Mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. La nouvelle des Educator Excellence Awards s'était répandue sur les réseaux sociaux plus vite qu'Amanda ne pouvait la contrôler. Quelqu'un avait posté une vidéo de mon discours et le jeudi matin,
#profmillionnaire était en tendance sur Twitter. Les actualités locales ont repris l'histoire, le portefeuille secret de 31 millions de dollars d'un professeur de lycée, bâti sur des actions Apple et Google. Le journaliste a interviewé d'anciens élèves qui se souvenaient de moi comme du professeur qui restait tard pour aider avec les dossiers d'inscription à l'université et de celui qui avait payé mes manuels quand ma mère n'avait pas les moyens. Le cercle social d'Amanda, ses amis bénéficiaires de fonds fiduciaires qui avaient assisté à sa fête de fiançailles, ont vu chaque article de presse. Ils se sont souvenus de son discours cruel sur mes modestes circonstances et de son humiliation publique d'un homme qui, il s'avérait, avait discrètement fait don de plus d'argent à des œuvres de bienfaisance que leurs parents n'avaient jamais gagnées. Tyler m'a appelé mercredi soir, la voix tendue. Papa, les amis d'Amanda publient des choses sur Instagram. Des captures d'écran d'articles de presse à ton sujet avec des légendes comme « Quand tu te moques publiquement d'un philanthrope millionnaire parce que tu le crois pauvre ». Comment le gère-t-elle? Pas très bien. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Des journalistes voulant des interviews. D'anciens amis de fac lui demandant si les histoires sont vraies. Ses sœurs de sororité l'appelant pour la féliciter de son mariage d'intérêt, sans savoir qu'elle venait de renoncer à tout accès à cet argent. L'ironie était parfaite. Amanda avait passé des mois à s'inquiéter de la façon dont mon apparence modeste se reflèterait sur son statut social. Maintenant, elle découvrait ce que ressentait une véritable humiliation sociale. L'histoire a atteint son apogée lorsque Forbes a appelé le jeudi matin. Monsieur Williams, ici Jennifer Chen de Forbes Magazine. Nous préparons un article sur les stratégies de construction de richesses non conventionnelles et votre histoire a retenu notre attention. Seriez-vous disponible pour une interview? J'ai poliment refusé, mais le fait que Forbes ait appelé a fuité d'une manière ou d'une autre, probablement par l'assistante de la journaliste, et le vendredi matin, Amanda recevait des appels de personnes qui voulaient savoir si elle pouvait organiser des présentations avec son beau-père millionnaire. Le mariage, prévu le mois suivant, fut une autre victime. Les parents d'Amanda, Richard et Patricia Johnson, avaient invité 200 personnes à être témoins du mariage de leur fille qui, supposait-il, la ferait monter en meilleure position sociale. Maintenant, ils étaient confrontés à l'embarras d'expliquer que leur fille avait publiquement insulté un homme valant plus que toute leur famille élargie réunie. Nous devons reporter, dit Amanda à Tyler lors d'une de leurs conversations téléphoniques de plus en plus tendues. Je ne peux pas faire face aux gens en ce moment. Quels gens? Amanda, tes amis qui se moquent de toi, ou ma famille que tu as passé des mois à traiter comme de la saleté. Mais la conséquence la plus importante était Tyler lui-même. Pendant 23 ans, mon fils m'avait vu à travers les yeux d'Amanda. Un homme gentil qui avait fait de petits choix et mené une petite vie. Maintenant, il revisitait chaque souvenir, chaque conversation, chaque moment où j'avais tranquillement absorbé la condescendance de quelqu'un plus tôt que de me défendre. Le samedi matin, il est arrivé chez moi avec du café et des bagels. Je ne cesse de penser à certaines choses, dit-il alors que nous étions assis dans ma petite cuisine. Comme quand tu m'as aidé avec mes dossiers d'inscription à l'université, et que je me plaignais de ne pas pouvoir me permettre les bonnes écoles. Tu as juste dit qu'on trouverait un moyen d'y arriver. Nous y sommes arrivés, mais tu aurais pu faire un chèque pour Harvard et ne même pas remarquer l'argent manquant. Je bus mon café avec précaution. Cela aurait-il été mieux pour toi? Tyler y réfléchit. J'avais l'habitude de le penser, mais maintenant j'ai gagné cette bourse d'État. J'ai travaillé pour mes notes. J'ai apprécié ce que j'avais parce que je savais ce que cela coûtait. C'était le but. Amanda n'a jamais eu à gagner quoi que ce soit, continua Tyler. Ses parents lui ont tout donné, donc rien n'avait de valeur pour elle, y compris les gens. C'était la conversation que j'espérais avoir depuis 20 ans. Tyler, voici ce que j'ai appris à Wall Street. Les gens qui héritent de la richesse héritent souvent de ses pires caractéristiques, le sentiment de droit, l'arrogance, la croyance que l'argent équivaut à la valeur. Je ne voulais pas cela pour toi. Mais les investissements, papa, 31 millions de dollars. Quand allais-tu me le dire? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé des semaines auparavant. Voici la structure de ton héritage, mise en place de manière à ce que tu ne puisses pas accéder au capital avant tes 35 ans, mais les intérêts peuvent financer tes études, une entreprise, un acompte pour une maison, tout ce qui construit ta vie plutôt que de simplement la payer. Tyler a lu les documents, son expression devenant plus sérieuse. Il y a des conditions. Oui, pas de drogue, pas de jeu d'argent, pas de soutien aux personnes qui traitent les membres de la famille avec mépris. Je fis une pause.
Et tu dois gagner au moins 30 000 $ par an par ton propre travail. Je n'élèverai pas un enfant gâté par l'argent, même par accident. Et Amanda? C'était la question que je redoutais et espérais simultanément. C'est ta décision, mon fils. Mais je te demande ceci, quand elle me croyait pauvre, elle me traitait terriblement. Maintenant qu'elle sait que je suis riche, elle veut revenir dans la famille. Qu'est-ce que cela te dit sur son caractère? Tyler a longtemps regardé par la fenêtre de ma cuisine. Cela me dit qu'elle ne m'a jamais aimé pour qui je suis. Elle m'aimait pour ce qu'elle pensait que je pouvais devenir. Cet après-midi-là, Tyler a appelé Amanda et a demandé qu'on lui rende sa bague de fiançailles. 6 mois plus tard, Tyler est retourné vivre dans ma maison de ville pendant qu'il réfléchissait à ses prochaines étapes. Amanda avait pris son accord de 500 000 $ et déménagé à Los Angeles, où personne ne savait rien de son bref et désastreux mariage avec le fils d'un professeur. Elle n'avait posté qu'une seule photo Instagram depuis son départ où elle sur une plage à Malibu avec la légende « Nouveau départ ». Aucune alliance visible. Tyler traitait les papiers du divorce quand il a soulevé quelque chose qui le tracassait. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose et je veux une réponse complètement honnête. » Nous étions assis dans mon bureau, entourés de 20 ans de relevés d'investissement et de lettres de remerciement d'étudiants, la preuve physique d'une vie vécue délibérément. « Vas-y, as-tu planifié ça? Le contrat de mariage, la cérémonie de remise des prix, la façon dont tout s'est déroulé avec Amanda. » J'ai posé mon stylo et j'ai regardé mon fils droit dans les yeux. J'avais prévu de protéger les actifs de notre famille de quelqu'un qui affichait du mépris pour les valeurs familiales. Tout le reste. Son comportement, ses choix, ses conséquences, tout cela, c'était Amanda. Mais tu savais qu'elle réagirait mal en apprenant l'existence de l'argent. Je savais qu'elle révélerait sa vraie nature quand elle serait mise à l'épreuve. Les gens le font toujours. Tyler hocha lentement la tête. Le fait est que je ne lui en veux même plus. Je m'en veux de ne pas avoir vu qui elle était vraiment. 23 ans, c'est jeune pour ce genre de sagesse, dis-je. La plupart des gens n'apprennent à voir au-delà des apparences superficielles qu'après avoir fait quelques erreurs coûteuses. Coûteux, c'est le mot juste. Ce divorce me coûte 8 000 $ en frais d'avocat. Je souris. Considère ça comme des frais de scolarité pour une leçon de vie très importante. Au cours des mois suivants, Tyler s'est lancé dans son travail avec une nouvelle concentration. Il avait toujours été brillant, mais il avait manqué de direction. Maintenant, il avait à la fois de la motivation et une compréhension claire de ce à quoi ressemblait réellement le succès. Il a commencé à lire des livres sur l'investissement, me posant des questions sur elles. Les intérêts composés et la planification à long terme. Non pas parce qu'il voulait avoir accès à mon argent, mais parce qu'il voulait construire sa propre richesse de la bonne manière, lentement, délibérément, sans compromettre l'éthique. J'ai pensé à l'enseignement, a-t-il mentionné un soir pendant le dîner. Enseigner quoi? L'éducation financière. Peut-être pour des lycéens ou des adultes qui n'ont jamais appris comment l'argent fonctionne vraiment. Toute la génération d'Amanda semble penser que la richesse est une question d'apparence plutôt que d'actifs réels. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, de la fierté pour un choix que mon fils faisait entièrement de son propre chef. C'est une coïncidence intéressante, dis-je. J'ai pensé à élargir le programme de bourse, en y ajoutant une composante d'éducation financière. Tu veux dire des ateliers, des cours? Je veux dire une fondation, la Fondation familiale Williams pour l'éducation financière, et tu gérerais les opérations quotidiennes. Tyler me regarda fixement. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu aurais un vrai salaire, de vraies responsabilités, et la chance d'aider les gens à éviter les erreurs qu'Amanda a commises, juger la valeur par la richesse tout en restant elle-même financièrement analphabète. Quel genre de salaire? Assez pour vivre de manière autonome, épargner pour ton avenir et construire ton propre portefeuille d'investissement. Tu gagnerais le respect en aidant les autres, tout comme je l'ai fait. Cette nuit-là, Tyler a commencé à rédiger un plan d'affaires pour des programmes d'éducation financière destinés aux jeunes adultes. Son premier point était, le succès ne dépend pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on comprend de ce que l'on a. 3 mois plus tard, nous avons tenu notre premier atelier dans la même salle de classe du lycée Roosevelt où j'avais enseigné l'histoire américaine pendant 20 ans. 25 jeunes adultes y ont assisté, y compris plusieurs de mes anciens élèves qui luttaient contre les prêts étudiants et les dettes de cartes de crédit. Tyler était un enseignant né. Il a expliqué les intérêts composés avec des exemples concrets, leur a montré comment mon investissement en actions Apple avait augmenté sur 2 décennies, et surtout,
leur a appris à distinguer entre paraître riche et construire réellement sa richesse. Pendant la séance de questions-réponses, une jeune femme a posé la question que j'espérais que quelqu'un poserait. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise de votre père concernant l'argent? Tyler a réfléchi un instant. Que la vraie richesse est discrète. Elle n'a pas besoin de s'annoncer ou de rabaisser les autres. Elle croît simplement et régulièrement pendant que vous vous concentrez sur les choses qui comptent vraiment. La famille, le caractère, la contribution. Il marqua une pause, me regardant au fond de la salle. Et que le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans les personnes qui se souviendront de votre gentillesse bien après qu'elles aient oublié le solde de votre compte bancaire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et si vous pensez qu'Amanda a appris quelque chose en perdant tout ce qu'elle pensait qu'elle